Une mère de 62 ans, paralysée depuis 8 ans, a soudainement vu son ventre grossir comme une femme enceinte de 7 mois. Son fils s'est précipité pour vérifier les images de la caméra et en est resté sous le choc. Cette famille allait affronter une épreuve bouleversante. Je vous invite à suivre cette histoire avec moi. Je m'appelle Nestor, j'ai 35 ans. Je suis technicien dans un petit atelier d'usinage en périphérie de la ville. Ma vie n'a rien d'exceptionnel, si ce n'est que depuis 8 ans elle est rythmée par le lit où ma mère est allongée. Ma mère s'appelle Madeleine. Elle a 62 ans. Elle est paralysée depuis un accident de la route. Un camion devenu incontrôlable l'a percutée alors qu'elle revenait du marché. Sa tête a violemment heurté le sol et sa colonne a été touchée. Ses 2 jambes ne se sont plus jamais remises. Une femme vive, serviable et appréciée du voisinage, elle est devenue une personne handicapée ne pouvant compter que sur les soins de son fils. Je n'oublierai jamais le jour où je l'ai ramené de l'hôpital. Mon père est mort quand j'étais en classe de 4e, ma mère m'a élevé seule. Pour me permettre d'étudier, elle a fait tous les petits boulots. Je m'étais juré que, quand j'aurais un emploi stable, elle vivrait enfin sereinement. Je n'aurais jamais imaginé que le sort lui infligerait une seconde épreuve. Chaque jour dès l'aube, je lave ma mère, je la fais manger, puis je pars travailler. Le soir, je cuisine, je fais la lessive, je la nourris encore. On dit que les hommes manquent de délicatesse, mais ces 8 années m'ont appris la patience et la minutie, des qualités que je ne me connaissais pas avant. Je n'ai pas fondé de famille. Je n'ose pas songer au mariage, convaincu qu'aucune femme n'accepterait ce poids. Récemment, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le ventre de ma mère commença à grossir, rond comme celui d'une femme enceinte de 7 mois. D'abord, j'ai cru à de la graisse abdominale due à l'immobilité ou à l'alimentation. Mais plus je regardais, plus cela paraissait anormal. La peau était tendue, les veines saillantes. Chaque fois que je posais la main dessus, elle grimaçait. Ça fait mal. Parfois, elle disait sentir des crampes. L'inquiétude m'a rongé. Était-ce le foie? Une masse qui grossissait? Et si c'était grave? Les questions m'empêchaient de dormir. Je lui ai proposé l'hôpital. Elle a refusé, la voix faible, les yeux fatigués. Je suis vieille, mon fils. Si mon heure vient, inutile de dépenser de l'argent. Tu travailles dur, je ne veux pas être un fardeau. Ces mots m'ont coupé la gorge. Comment me rassurer quand son ventre grossit de jour en jour? J'ai insisté, en vain. Désemparé, j'ai décidé d'observer en cachette. Une nuit, après avoir nettoyé la maison, une idée m'est venue. Installer une petite caméra dans sa chambre. Je me culpabilisais, mais je n'avais plus le choix. Je voulais savoir si, en mon absence, elle avait des douleurs, des difficultés à respirer, ou si quelqu'un entrait chez nous sans que je ne sache. Le lendemain, j'ai acheté une mini-caméra et l'ai fixée dans l'armoire, avec vue sur le lit. Les 2 ou 3 premiers jours, rien d'anormal. Ma mère restait immobile, les yeux au plafond, ou somnolait. Mais, en visionnant la nuit, j'ai remarqué des détails troublants. Son ventre mouvementait à plusieurs reprises, comme si quelque chose bougeait à l'intérieur. Parfois, elle gémissait faiblement, perlait de sueur, serrait la couverture entre ses doigts maigres. En pleine nuit, je sursautais devant mon téléphone, les mains tremblantes. La sensation était celle d'une femme prête à accoucher. Mon cœur tambourinait. Comment une mère paraplégique depuis 8 ans pourrait-elle être enceinte? C'était insensé et pourtant, les vidéos répétaient la scène nuit après nuit. Je n'avais plus l'esprit au travail, attendant chaque soir de rentrer pour tout revoir et chercher une réponse. Un peu avant 2 heures du matin, une séquence m'a pétrifié. Ma mère n'était pas inerte, elle ouvrait grand les yeux vers la porte, murmurait des mots inaudibles. Plus étrange encore, son ventre ondulait à intervalles réguliers, comme un fœtus qui donne des coups. Tout mon corps s'est hérissé, j'ai cru que mon cœur s'arrêtait. Était-ce un être vivant en elle, ou une maladie inexplicable? La peur et la confusion me submergeaient. Je savais que je ne pourrais plus garder cela pour moi. Mais un autre détail m'a déstabilisé, le regard de ma mère. Elle ne semblait pas effrayée. Parfois, elle esquissait même un sourire, comme si elle acceptait un secret qui n'appartenait qu'à elle. Ce sourire me brisait et me rendait plus curieux encore. Je me suis juré d'en parler dès le lendemain. Si c'était une maladie, il fallait l'emmener d'urgence. Si c'était autre chose, je voulais l'entendre de sa bouche. À l'aube, les yeux cernés, je l'ai veillé en silence. Dehors, le vent sur la véranda et les insectes de la nuit semblaient chuchoter des secrets. J'avais peur, mais plus fort que la peur, il y avait l'amour. Quoi qu'il en soit, je voulais qu'elle soit en sécurité,
et j'affronterai tout. Le matin, je l'ai aidé comme d'habitude, puis, en lui donnant sa bouillie, j'ai tenté. « Maman, ton ventre a beaucoup grossi. On devrait aller vérifier, au cas où. » Elle m'a regardé avec douceur, épuisée, a secoué la tête. « Ne t'inquiète pas. Je vieillis, le corps change. L'hôpital, c'est de l'argent gaspillé. Je ne veux pas. » J'ai ravalé mes mots. Au fond, je savais que ce ventre n'était pas un simple corps qui vieillit. Toute la journée, j'étais absent. Le soir, j'ai relancé les vidéos. Elles m'ont glacé. En mon absence, son ventre avait eu de violentes secousses. Elle serrait les dents, les larmes au coin des yeux. Puis un détail plus effrayant encore, l'ombre d'un homme apparut à la porte. Cheveux grisonnants, il entra sans bruit, resta longtemps à la regarder, puis repartit. Je repassais la scène, impossible de voir nettement son visage, mais je savais qu'il n'était pas du quartier. Comment avait-il une clé, ou comment entrait-il? Pourquoi ma mère ne sursautait-elle pas? Au contraire, elle le suivait des yeux, sereine. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Qui était cet homme? Avait-il un lien avec ce ventre qui grossissait? Le lendemain, j'ai installé une deuxième caméra, discrète, près de l'entrée. Vers minuit, la porte s'ouvrit doucement. Le même homme. Il se déplaçait comme chez lui. Il s'arrêta au chevet de ma mère et posa la main sur son front. À la faveur de la lumière, je vis enfin son visage, un sexagénaire, très doux. Ma mère ouvrit les yeux, le regard tendre, hocha légèrement la tête. Pas un mot. Un échange muet. Puis il ressortit. Sous le choc, je n'avais qu'une question. Qui était-il? Et pourquoi tant d'intimité? Et pourquoi ma mère me cachait-elle cela? J'ai interrogé les voisins, personne ne savait. L'oncle Jean, notre vieux voisin, se contenta de soupirer. Il y a pas mal de monde qui s'intéresse à votre maison, ces temps-ci. J'ai compris que je ne pourrais plus taire l'affaire. Le soir, j'ai pris la main de ma mère. Maman, je suis ton fils. Quoi qu'il se passe, tu devrais me le dire. Te voir souffrir et te taire, c'est insupportable. Des larmes ont embué ses yeux ridés. Elle a mordu sa lèvre, s'est tue longuement, puis a murmuré. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Sache seulement que je t'aime et que tout ce que je fais, c'est pour toi. Mon cœur s'est fendu. Je savais maintenant qu'un secret immense habitait notre maison et que je ne pouvais plus détourner le regard. Cette nuit encore, je suis resté éveillé, guettant non plus l'écran, mais la porte. Vers 2 heures, elle s'est ouverte. L'homme est revenu, s'est assis, comme à l'accoutumée. Ma mère a serré sa main. Je voulais me lever, mais mes jambes étaient clouées. 15 minutes plus tard, il est parti. Je suis resté, le cœur battant, les mains tremblantes. Je m'étais toujours cru seul à porter ce fardeau. Mais un autre, dans l'ombre, partageait ces instants douloureux. J'étais à la fois en colère, qu'elle me cache cela, et qu'elle fasse confiance à un étranger. Au matin, en lui donnant sa bouillie, j'ai tenté une question anodine. As-tu fait un rêve la nuit? Tu te tournais beaucoup. Elle a eu un léger sursaut et a détourné la tête. Son silence me blessait, mais je craignais de la brusquer. À midi, je croisai l'oncle Jean. Je pris mon courage. « Oncle, sauriez-vous si quelqu'un vient souvent chez nous ces temps-ci? J'ai un drôle de pressentiment. » L'oncle resta muet un instant, le regard perdu. Il baissa la voix. « Nestor, il y a des choses que l'oncle ne peut pas dire, mais laisse-moi seulement te prévenir. Quoi qu'il arrive, parle gentiment avec ta mère. Elle a déjà assez souffert. » Ces mots m'ont transpercé comme un couteau. Clairement, l'oncle savait quelque chose, mais refusait de le dire. En rentrant à la maison, ma détermination à découvrir la vérité n'en fut que plus grande. Cette nuit-là, je ne fis plus semblant de dormir. Je restai assis dans le salon, toutes lumières éteintes, n'en laissant qu'une lueur venue de l'extérieur. J'attendis. Comme prévu, vers 2 heures du matin, la porte s'ouvrit et l'homme entra. Cette fois, je ne pouvais plus me contenir. Je me levai, allai lui barrer le passage. Il se figea un instant, l'air déconcerté. Je lançai d'une voix ferme. « Qui êtes-vous? Pourquoi entrez-vous chez moi, au beau milieu de la nuit? Et comment ma mère vous connaît-elle » L'air dans la petite pièce devint irrespirable. Ma mère, surprise, se redressa d'un bond, les yeux grands ouverts, la voix tremblante. « Nestor, ne fais pas d'histoire. » Mais j'étais à bout. Toute l'émotion accumulée ces derniers jours déborda comme un barrage qui cède. L'homme soupira, ses épaules maigres tremblaient un peu. « Je m'appelle Charles, dit-il doucement. Je suis le frère cadet de ton père. » Jean restait muet. De toute mon enfance à aujourd'hui,
Je n'avais jamais entendu ma mère prononcer le nom de Charles. Dans mes souvenirs, mon père était mort depuis longtemps et du côté paternel, presque aucun parent ne venait nous voir. Je restais pétrifié à le regarder, tandis que des larmes coulaient sur les joues de ma mère. Elle sanglota. J'avais l'intention de te le dire, mais je ne pensais pas que ce serait maintenant. J'eus l'impression de tomber dans le vide. L'homme debout devant moi était donc mon oncle, et j'ignorais jusqu'à son existence. Je m'écriai, « Si vous êtes mon oncle, pourquoi ne pas être venu pendant toutes ces années? Pourquoi venir en cachette la nuit? Et le ventre de maman, qu'est-ce que c'est au juste ?» Ma voix se brisait, emplie de douleur et de colère. Charles baissa la tête, le ton chagrin. « L'histoire est longue, Nestor. Mais ce qui compte le plus maintenant, c'est la santé de ta mère. Elle est très mal. Il faut l'emmener à l'hôpital tout de suite. » Je restai stupéfait, le cœur serré. Ces paroles sonnèrent comme une alarme. Mais 1000 questions tournaient en moi. Pourquoi se souciait-il autant de la santé de ma mère? Et pourquoi son ventre était-il comme cela? Ma mère me serra la main, les yeux pleins de larmes. « Nestor, je t'en prie, ne blâme pas ton oncle. Il a des torts envers notre famille, mais ce n'est pas simple. Crois-le et emmène-moi me faire examiner. Si tu m'aimes, fais-le. » Dans ses yeux, je vis la supplication et une douleur immense. Malgré mes doutes, j'acquiesçai. La vie de ma mère passait avant tout. Cette nuit-là, je m'allongeai près d'elle, les larmes trompant l'oreiller. Le secret de l'oncle Charles, la maladie mystérieuse de ma mère, ces années d'endurance silencieuse. Je me sentais petit et perdu au milieu d'une tempête. Mais je me jurai que, quoi qu'il arrive, je trouverais la vérité. Au matin, je pris un congé et emmenai ma mère en taxi dans un grand hôpital de la ville. Tout le trajet, je lui tenais la main, le cœur battant à tout rompre. Elle restait silencieuse, regardant par la fenêtre, le visage sombre. Je n'osais plus poser de questions. Une pierre me pesait sur la poitrine. À l'hôpital, les médecins procédèrent à un examen complet, échographie et scanner. Je patientais dehors, chaque minute paraissait une éternité. Dans ma tête, les pires scénarios défilaient, tumeur, cancer incurable. Mes poings étaient crispés, la peau moite. Enfin, un médecin vint s'asseoir près de moi, le regard grave. « Vous êtes bien le fils de Madame Madeleine? L'augmentation du volume abdominal n'est ni de la graisse ni une masse banale. Nous suspectons une grande quantité de liquide dans la cavité péritonéale. Sans prise en charge rapide, cela peut être dangereux. Il faut vous préparer. Une intervention chirurgicale risque d'être nécessaire. » Je me sentis vidé, engourdi, la tête qui tourne. J'aperçus ma mère à travers la vitre, étendue sur le lit, le cœur me faisait mal. 8 ans qu'elle souffre, et voilà qu'elle doit affronter à nouveau la mort. Je me couvris le visage et me mis à pleurer, sans honte. C'est alors que l'oncle Charles entra discrètement, posa sa main sur mon épaule et dit d'une voix tremblante: « Nestor, fais confiance à l'oncle. Ta mère va s'en sortir. Mais il est peut-être temps que tu saches toute la vérité. » Entendre le mot « opération » m'avait broyé. J'étais assis, hagard, sur une chaise en plastique dans le couloir. Jamais je n'avais eu aussi peur de perdre ma mère. Malgré ces 8 années clouées au lit, elle était restée mon seul appui. Si elle partait, que me resterait-il? Charles, à côté de moi, la main toujours sur mon épaule, avait les yeux pleins de remords. Toute l'amertume accumulée remonta. « Dites-moi la vérité, oncle. Pourquoi revenir maintenant dans la vie de ma mère? Où étiez-vous quand mon père est mort? Quand elle m'a élevé seul, pendant ces 8 années où elle est restée alitée? Et ce ventre, qu'est-ce que c'est? » Charles baissa la tête, longtemps silencieux, les mains tremblantes, fuyant mon regard. Enfin, il soupira. « Nestor, j'ai des torts envers ta mère et envers toi. Pendant des années, je n'ai pas osé revenir parce que j'étais écrasé par une dette morale. » Je fronçai les sourcils, attendant. Il releva la tête, les yeux rougis. « Avant, ton père et moi étions ouvriers sur un chantier. Un jour, par ma faute, un échafaudage s'est effondré. Ton père s'est précipité pour me pousser hors de danger, mais il a été grièvement blessé. Sa santé s'est dégradée et il est mort peu après. Je me suis senti coupable, incapable d'affronter votre famille. Je suis parti. Chaque année, je revenais de loin, juste pour vous apercevoir, ta mère et toi, sans oser m'approcher. Je restais sans voix. Le vide dans notre famille tenait donc à cette vérité amère. Je l'avais cru insensible. En réalité, il était prisonnier de sa culpabilité. Mais ma colère n'avait pas complètement disparu.
Alors pourquoi revenir maintenant? Et pourquoi maman vous laissait-elle entrer la nuit? Charles s'essuya les yeux. Il y a quelques mois, j'ai appris que l'état de ta mère empirait. Je ne pouvais plus fuir. Je l'ai cherchée. Elle ne m'a pas blâmé. Elle a seulement dit que, s'il nous restait un peu de lien, je devais rester pour t'aider à la soigner. Depuis, je venais la nuit, par peur que tu ne m'acceptes pas. Ta mère m'aime bien, elle ne veut pas t'ajouter un fardeau de rancœur. Mes larmes coulèrent à nouveau. À travers la vitre, je regardais ma mère, épuisée mais les yeux encore pleins d'amour. Elle avait tout gardé pour elle, par amour pour moi, au prix de sa propre souffrance. Charles soupira encore et reprit. Quant à ce ventre, je suis aussi déconcerté. Mais je pense que ce n'est rien de honteux, comme tu aurais pu l'imaginer. Cela vient de sa maladie, un liquide ou une masse. Fais confiance au médecin et fais vite soigner ta mère. Ces paroles m'apaisèrent un peu, même si l'angoisse restait là. J'acquiesçai, décidé à signer immédiatement tous les papiers pour l'opération, si cela pouvait la sauver. Après 3 longues heures, la porte s'ouvrit. Le chirurgien ôta son masque. Son visage était sérieux, mais son regard plus doux. L'intervention a réussi. Nous avons drainé plus de 5 litres de liquide et traité les zones inflammatoires. La patiente doit être surveillée étroitement, mais son état est stabilisé. Après quelques jours, je la ramenai à la maison et Charles décide de vivre avec nous pour un moment. Il m'aidait à la soigner. D'abord, le voisinage chuchota en voyant cet homme inconnu, mais je me contentais de sourire. Nos affaires n'avaient pas à être jugées. Tant que maman était heureuse, cela me suffisait. Un jour, alors que je nettoyais la maison, l'oncle s'assit près de moi, le ton sérieux. « Nestor, il y a encore quelque chose. Je ne suis pas revenu seulement pour ta mère. J'ai quitté des années, mais j'ai mis un peu d'argent de côté. Je veux que tu le prennes pour ses médicaments. » Il posa un livret d'épargne dans ma main. Je restais figé, les larmes aux yeux. 8 ans à compter chaque franc. Ce cadeau me bouleversa. Je lui serrai la main. « Merci, oncle. Là-haut, papa doit vouloir qu'on lâche enfin prise. » Le soir, je racontai à maman ce que l'oncle avait fait. Elle regarda tour à tour Charles et moi, les larmes coulant. « Charles, je ne t'ai jamais blâmé. La perte d'il y a des années, je l'ai prise comme le destin. Maintenant que tu es revenu pour aider Nestor, ça me suffit. » Sa voix était faible mais sincère, nous en fûmes émus. Dès lors, maman sembla plus heureuse. Elle souriait davantage, parlait plus, me demandait parfois d'anciennes chansons. Je retrouvais une lumière dans ses yeux, une lumière que je croyais éteinte depuis des années de souffrance. Je compris qu'elle avait trop enduré et que ces petites joies étaient le dernier cadeau qu'elle méritait. Depuis que maman m'avait demandé de bien vivre et de ne haïr personne, je me sentais lourd. Je comprenais qu'elle se préparait au pire, mais je refusais d'y penser. Chaque matin, avant de partir, je la contemplais longtemps, comme pour graver son visage amaigri et doux, dans ma mémoire, terrorisé à l'idée de rentrer un jour sans la trouver. Les jours suivants, son état se stabilisa un peu, mais elle demeurait très faible. L'oncle et moi l'assistions pour tout. Je me surpris à espérer. Si je tenais bon, peut-être resterait-elle encore longtemps. Mais la vie n'obéit pas à nos souhaits. Un après-midi, rentrant du travail, je trouvai l'oncle sur la terrasse, livide. « Nestor, ta mère vient de s'éteindre. » Mon cœur s'arrêta. Je me précipitai vers elle, je lui tenais la main, tremblant. « Je suis là, maman. Ne me quitte pas. » Mais elle ne se réveilla plus jamais. La vie est courte, l'essentiel n'est pas sa longueur, mais la mesure d'amour et de compassion qui la remplit. La plus grande leçon que je tire de tout cela est d'apprendre à chérir le présent, à pardonner le passé et à garder l'amour au cœur, à chaque instant. C'est aussi un rappel d'apprendre à pardonner. L'oncle Charles a vécu dans la culpabilité. Grâce à la bonté de maman, il a pu réparer. Il a trouvé la paix en offrant une part de son cœur. Amour, pardon, compassion. Ces 3 choses nous font traverser les tempêtes. Dans une société saturée de jugements hâtifs, de jalousie, de médisance, cette histoire nous invite à réfléchir. Ne croyez pas trop vite ce qu'on raconte. Ne jugez pas sans connaître les blessures que chacun porte. Derrière chaque vie, il y a une longue histoire. Parfois un sacrifice silencieux que tous ne voient pas. Si nous apprenons à ralentir, à regarder les autres avec empathie, nous verrons que la paix naît de l'amour et de la compassion. La leçon pour nous tous. Aimez vos parents tant qu'il est temps. Ne laissez pas le regret venir après. Vivez avec bonté. Ces petites choses donnent sens à la vie. Et surtout, apprenez à pardonner les autres
et vous-même.